Béatrice, 35 ans, mariée à Jean-Phi, aka Monchou, et maman d'Andrea, 3 ans, est infirmière militaire en réanimation / wedding planner au sein de Oui Monchou / cofondatrice de l'agence Inouï. Dans ce nouvel épisode de Slasheuse le podcast, Béa nous raconte son parcours passionnant, sa rencontre avec son mari, son plus fervent supporter dans tout ce qu'elle entreprend et comment l'idée de devenir wedding planner s'est clairement imposée à elle. Par ailleurs, on lui pose souvent ces questions. Le métier d'infirmière en réa est prenant et dévorant. Les jours de repos sont faits pour se reposer. Pourquoi ne pas se concentrer juste sur cette activité ? Ou bien, tu as 2 activités, pourquoi ne pas en choisir qu'une ? Ou encore, c'est confortable pour toi d'avoir cette autre activité, c'est facile, t'as pas d'enjeu derrière. Eh bien, les réponses à ces questions sont dans l'épisode. Mais petit spoiler, je crois que c'est une question d'équilibre avant tout pour Béa. Si cet épisode vous plaît et que le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un avis et mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Cela aide tellement pour la découvrabilité du podcast. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Béa, je suis vraiment ravie de te recevoir ici au micro de Slasheuse le podcast. Merci. Vraiment ravie que tu aies accepté de venir. Oui, bah oui. Et j'aimerais que tu te présentes en fait pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Donc salut Mélanie. Merci de m'accueillir surtout. Donc moi c'est Béa. Je suis une femme, j'ai 35 ans. Je suis mariée avec Jean-Philippe. Et on a un petit garçon qui s'appelle Andrea qui a 3 ans. Mm-hmm. Et dans la vie, je suis infirmière, je suis wedding planner et je suis cofondatrice d'une agence de communication visuelle. Voilà, rien que ça. Eh bien écoute, je pense que tu... Ouais, un petit peu. Et je pense que tu vas nous raconter tout ça maintenant. Bah, je suis là pour ça. Je slash. je suis venue slasher. Je pense que tu es sur le bon podcast. On est bien parti. Donc Béa, pour qu'on fasse plus connaissance aussi avec toi et qu'on arrive à tous ces slash, est-ce que tu peux nous repartir un peu en arrière et nous raconter quelles études tu as faites, nous raconter un petit peu ton parcours ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai un parcours scolaire classique, j'ai un bac S, après j'ai voulu faire médecine. Médecine n'a pas voulu de moi. Merde. Non, ça fait, voilà, le système fac me correspondait pas du tout. Mon cerveau il est pas monté comme ça. Et du coup, j'ai réussi les concours d'entrée à un institut de formation en soins infirmiers, donc école d'infirmière. Sur Bordeaux ? Sur Bordeaux, ouais, l'IFSI de Pellegrin, du CHU. Pendant ce temps, j'ai toujours un peu travaillé aussi à côté, dont chez Quick, ça aura une importance parce que c'est là que j'ai rencontré celui qui est mon mari aujourd'hui, et dans le travail du coup, et j'ai été auxiliaire de vie pour les paralysés de France, et là j'entre en école d'infirmière, j'ai été diplômée en 2011, et pendant mes études j'étais aide-soignante intérimaire, donc j'ai toujours travaillé, très et ça a toujours été le soin, la médecine, ça a toujours été... oui. T'as toujours été attirée par ce milieu-là. Alors je sais, mais depuis l'enfance. Et alors je suis la seule de ma famille. Tu voulais être docteur ? Je voulais être pédiatre, exactement. Ah ouais ? Ouais, j'avais décidé d'être pédiatre, mais petite, hein. Ma mère, elle saurait me dire depuis quel âge, mais Parce qu'en général, les enfants, ils aiment pas aller chez le pédiatre en plus. Eh ben non, mais moi je sais pas. Et en plus, il y a personne de ma famille qui est dans la santé, hein. Je suis la seule. Ah oui, d'accord. Ok, j'allais te demander. Ma mère, elle était dans le milieu juridique, mon père, il est policier, et mon frère, il est prof de lettres. Donc tu vois... Ah oui. Mais t'as toujours été attirée par, soigner les par autres. Le soin, quoi. Ouais, m'occuper des autres. Et du coup, diplômée en avril 2011. Tu bosses en parallèle. Je bosse en parallèle. Tu rencontres ton chéri. Et qui n'était pas encore mon chéri à l'époque. Un collègue. Voilà. Un collègue. Moi, j'ai eu le crush. Hein. C'était trop drôle. J'avais 18 ans, il en avait 23. Et le crush, quoi. Je le vois le premier jour, je dis... Lui, il déchire. Lui, il est trop... il est génial. Enfin, même pas que... Bon, il est très beau, moi je trouve, mais pas que ça, en fait. Sa personne... J'avais toujours envie de travailler sur le même roulement que lui, machin. Et lui faisait ça
Lui, il faisait ça pour parallèle, payer. Alors lui, par contre, il faisait ça pour payer ses études. Il travaillait la nuit, il faisait ses études le jour parce il a pas de famille, il avait pas de bourse. Fallait qu'il bosse pour se nourrir et pour pouvoir faire ses études. Donc lui, il faisait ça depuis 6 ans. Moi, j'arrive, je fais ça l'été pour me payer mes vacances avec mes copines. Enfin, pas du tout le même pas du tout la même optique. Le dernier jour, sur une serviette Quick, j'ai eu mon numéro genre toute rouge. Enfin, tu vois vraiment les gosses, quoi. Et tout le monde se fout de moi au Quick. Ah, elle lui a donné son numéro, machin. On se revoit, on va faire un footing ensemble. Enfin, le truc, le grand quart pourri. On part faire un footing au bois du Burc à Mérignac, on n'oubliera pas. Moi, j'étais sportive de haut niveau à l'époque, donc moi je vais courir. Tu faisais quoi comme sport ? De l'aviron. D'accord. De l'aviron pendant... Physique. Ouais. Physique, l'aviron. Ouais, physique et technique. Ouais. Et technique, ouais. Et puis voilà, ça s'est arrêté là, et on est en couple que depuis 7 ans en fait. Donc il y a eu une belle période sans lui, mais c'était toujours lui, donc je finis par le retrouver, quoi. Et donc là, tu fais tes études d'école d'infirmière et l'école d'infirmière, c'est 3 ans ? Oui. Et du coup, ouais, je rentre à l'IFSI en février 2008. Je suis diplômée en mai 2011. D'accord. Le premier choc scolaire professionnel. Enfin là, je me rends compte que je suis certes à ma place, que c'est bien ça qu'il fallait que je fasse, mais que c'est pas un monde... T'as 20 ans et du coup tu te retrouves dans le monde réel qui n'est pas celui de la fac, des soirées étudiantes ou de l'aviron ou de la vie d'une enfant, enfin, ou d'une adolescente. C'est la vraie vie, les gens sont malades, ont mal, meurent, enfin d'un coup, du jour au lendemain, on avait 4 semaines de cours et bim, on nous envoyait un stage. Après, c'était peut-être un bon moyen d'être confronté réellement et de savoir rapidement, quoi. Mais d'ailleurs, entre la première année et le jour où on a eu notre diplôme, on a perdu 100 personnes dans la promo. On était 180, on est 83 diplômés, je crois, un truc comme ça. Ah oui. C'est des études très denses et tu te confrontes à des choses peu communes, enfin, qui ne sont pas le travail du commun des mortels. Et puis la vraie vie, enfin, en fait... c'est un métier vocation, je pense. En tout cas, je pense aussi, oui. Il faut pas le faire pour les mauvaises raisons. Et quand tu y vas mais pour je pense qu'on peut pas le faire pour les mauvaises raisons. Ben, tu vois, à l'entrée à l'IFSI, il y en avait plein qui venaient parce qu'infirmière, il y a toujours du travail. Il y a toujours... c'est un métier où on n'a pas de chômage, pour le coup. Et puis, ben voilà, ça, c'est pas la bonne raison pour faire ça. Donc, non, en effet, oui. Non, mais je pense qu'il faut quand même avoir cette vocation quand même de soins et être à l'aise avec justement l'hôpital, ce milieu-là. Oui, le corps. Moi, par exemple, ça aurait jamais pu être une vocation. Ah bah oui. Parce que ça me terrorise. Mais je suis sûre que tu sais faire plein de choses que moi je ne pourrais jamais faire, tu vois. Non, mais c'est pour ça que moi je pense que c'est une vocation. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, et il en faut. C'est une vocation. En fait, les soignants, c'est des gens particuliers. Je dis pas, genre, on n'est pas exceptionnel, c'est pas ça, mais il y a toutes sortes de soignants, mais c'est un métier. C'est un monde difficile. Et c'est pas pour rien que du coup je suis une slasheuse maintenant d'ailleurs, tu vois. En fait, c'est hyper épanouissant intérieurement. Enfin, je sais pas, ça nous nourrit intérieurement. Ouais, bien sûr. On sait qu'on a un métier honorable, utile, qu'on apporte quelque chose aux gens. Enfin voilà, quand tu dis à quelqu'un que t'es infirmière d'emblée, d'ailleurs la plupart des gens me disent ce que tu viens de me dire, je ne pourrais jamais faire ce que tu fais. Ouais. Et c'est vrai, mais c'est très fatigant. On a des rythmes, en tout cas à l'hôpital. Après il y a différentes manières d'exercer, mais oui, bien sûr. La majorité c'est à l'hôpital. À l'hôpital on n'est pas socialement, on a un rythme particulier. On travaille la nuit, le week-end, les vacances, c'est la guerre pour avoir un bout de vacances avec sa famille, parce que chacun son tour, etc. Et puis voilà, selon les services où on travaille et tout, les maladies incurables, la maladie tout court, la douleur, on est face à des humains dans des situations toujours compliquées, quoi qu'il arrive. Que ce soit juste un accident avec une cheville cassée, ils ont mal, ils ont eu un accident, c'est l'angoisse. Une maladie qu'on soigne, mais quand même t'es hospitalisé, l'hôpital c'est pas un milieu où les gens se sentent bien. Et puis après, plus loin, les maladies qu'on peut pas soigner, l'accompagnement de fin de vie, le décès, les décès inattendus.
Et du coup, on reste des êtres humains émotionnels. À 20 et quelques, à 20 ans et des brouettes, tu rentres dans ton premier stage et ça te conforte que tu es à ta place. Tu te dis quoi? Il va falloir s'accrocher. Qu'est-ce que tu te dis? Mon premier stage, j'étais en maison de retraite. Et le premier jour, je suis rentrée, j'ai dit à mes parents, vous n'irez jamais en maison de retraite. Voilà, c'est clair. Mais par contre, je vais être infirmière. Ouais. Je me suis dit, je peux faire quelque chose. Enfin, je suis à ma place. J'aimais m'occuper des patients ou des résidents. En EHPAD, on dit résidents. En fait, c'est une phrase de mon mari que je ressors souvent. J'adore mon métier, je déteste ma profession. Waouh, c'est fort ça. Enfin, ça veut dire beaucoup de choses, pour le coup. Voilà, je suis infirmière, c'est moi. Mais j'aime pas toujours. Aujourd'hui où je travaille, j'aime ce qu'on me demande, mais la plupart du temps, j'aime pas la manière dont on nous demande d'exercer notre métier. Ouais. Et je me suis dit, en fait, si j'aime vraiment ça, faut que je le fasse. Comme ça, peut-être que je pourrais changer un truc ou deux. Même à mini-échelle. Ouais, à ton échelle et faire ce que tu peux pour contribuer à ce voilà. que En tout cas, moi, quand je viendrai, je veux que mes patients, je m'en occupe bien et qu'importe, voilà. Mais il faut, voilà. Donc, oui, c'est un peu... Et le parcours d'étudiant infirmier, il est violent et il est... parce qu'on est aussi encadré par des soignants qui, sont... Alors, pour la plupart bienveillants, mais il y a aussi ceux qui sont en souffrance, qui sont fatigués, qui sont au bout de quelque chose, aigris aussi, pour la plupart. Et c'est ce parcours qui m'a fait dire, le jour où j'ai eu mon diplôme, je me suis jurée d'arrêter tant que j'aimais ça. D'accord. J'arrêterai d'être infirmière tant que j'aime encore ça. Et pas d'aller jusqu'à l'écœurement ou d'aller au bout du bout, quoi. Ouais. Je veux jamais devenir comme ces... Là, ça t'a marqué, caricatural, mais ces vieilles infirmières aigries, la plupart tabagiques, divorcées. Et il y en a qui me l'ont dit en plus. Tu vois, une de mes collègues, c'est toujours une collègue dans une autre ville quand je travaillais à Toulon, Isabelle, si elle écoute, elle va rigoler. Isa, elle m'a dit, fais pas comme moi. Voilà. Et elle est... mais c'est un ancêtre pour l'hôpital, Isabelle. Elle est infirmière. Elle va travailler jusqu'à 65 ans, elle, c'est sûr. Elle a toujours fait que ça, de plein de manières différentes, etc. Et elle me dit, mais fais pas exactement comme moi. Il faut profiter aussi de ta famille, va pas au bout comme moi. Et voilà, ça résonne complètement pour moi. À l'époque, tu vivais avec ton chéri, vous n'aviez pas d'enfants, ouais. Voilà, mais t'arrivais quand même à accorder du temps... du temps. Parce que j'imagine que quand t'es dans un... Enfin voilà, déjà les études en école d'infirmière, c'est intense, les stages, puis ensuite, quand tu rentres dans la vie active, il y a des roulements, c'est... Oui, parce qu'étudiant, t'es un peu protégé, t'as pas le roulement Bien sûr. Puis ça dure qu'un mois. Ouais, non, mais t'as le temps de faire une pause juste après, te dire... Enfin, une pause, tu vas à l'école, mais c'est voilà, on n'a pas comme tout étudiant finalement, on n'a pas un rythme de travail classique. Et moi, juste après mon diplôme, je m'engage dans le service de santé des armées. D'accord. Parce que je suis infirmière militaire. Et quand je m'engage dans le SSA, on me met en médecine interne d'abord, un premier temps. Et puis après en chirurgie ortho. Et là, effectivement, un week-end sur 2, les nuits. Je suis même devenue fixe de nuit pendant plusieurs années. D'accord. Et là, c'est cool parce que j'étais pas encore avec celui qui est mon mari, mais j'étais en couple, mais j'avais pas d'enfant. J'avais 23 ans. Oui, on voit la vie les week-ends, c'est un peu fatigant quand même, mais... On peut sortir la semaine à cette époque-là. Voilà. Si je me réveille à 18h, ça dérange personne, tu vois. Là, c'est un peu plus compliqué. Ça change un peu. Et puis, je suis pas fatiguée encore de mon travail, etc. Donc, chirurgie-ortho à Bordeaux, ici, et puis je pars en mission en Afrique de l'Est. C'est le premier... À ta demande dans notre métier, oui. Non, mais parce que pour être au SSA, donc Service de Santé des Armées, c'est ça, il faut passer un concours supplémentaire. Il y a deux moyens. Parce que du coup, tu es assimilé je sais pas, militaire ou non, pas, comment ça se passe il y a deux moyens pour être infirmier dans le service de santé des armées. Soit tu fais l'école... des paramédicaux de l'armée, donc tu passes ton diplôme directement via l'armée. Via l'armée, d'accord. Et là, après, tu es affecté à un régiment, une unité des armées. Soit tu es issu du civil comme moi, donc
Tu t'engages, tu deviens MITA, ça s'appelle militaire, infirmier et technicien des hôpitaux des armées. C'est un statut. Tu fais des classes. Quand même. Ouais, bon, 1 mois, c'est pas des classes. Voilà, on n'est pas parti 6 mois faire semblant de faire la guerre. Mais tu fais tes classes et après tu as le statut, on est militaire. D'accord. On est militaire. Et donc dans le service de santé des armées, il y a l'exercice à l'hôpital. Donc moi je travaille en hôpital d'instruction des armées. Et faisant partie de nos fonctions et de notre devoir militaire, font partie les missions, les opérations extérieures. Ah oui, des OPEX. Les OPEX, ou missions, enfin ça dépend le format. Et ça c'est obligatoire. Pour ceux des hôpitaux, on peut être volontaire ou pas volontaire. Par contre, si t'es pas volontaire, et que du jour au lendemain tu décides de l'être, tu passeras pas devant tout le monde, quoi. Il faut... Tu attends ton tour. Voilà, sachant qu'on est à peu près tous volontaires et qu'on attend longtemps notre tour. Bien sûr, voilà. j'imagine. Donc je m'engage là-dedans, je pars en mission en Afrique, ça me réveille un peu parce que je me dis, en fait t'as une espèce de conscience qui s'éveille. Ils ont pas les mêmes problèmes que nous. Alors voilà, moi de ma mission ni les mêmes infrastructures, ni les mêmes. Voilà, ils ont une, c'est pas la même approche de la vie de manière générale et pourtant c'est du soin quand même. Oui, oui, on soigne, mais je reviens marquée positivement. Après, il y a des épisodes plus traumatisants, mais positivement en me disant en fait, ce que je fais tous les jours là, ça m'épanouit pas. Il faut que je trouve autre chose. Et par un hasard fabuleux, on m'annonce que je suis mutée alors que je l'ai pas demandé. Alors que normalement, c'est plus sur demande. Et tu sais, j'ai eu l'impression d'être schizophrène. J'avais ma tête qui était déjà partie en mode faut que tu y ailles en fait. Vas-y. C'est le moment, vas-y. Et j'avais le reste qui disait si tu t'en vas, ça va être un cataclysme. Et du coup, ça a été un cataclysme, mais je suis partie. Tu vois, j'ai mon compagnon de l'époque, il est jamais venu. Une rupture amoureuse complètement ubuesque et bon. Mais en fait, c'était ça qui me retenait de le faire. Je me disais, si je pars, il ne viendra pas, etc. Et en fait, il fallait qu'on se sépare. C'était évident. On était arrivé au bout de quelque chose, tu vois. Et je sais pas, Toulon, j'ai été mutée à Toulon et ça a été le début d'autre chose. Une nouvelle période de ma vie. Ouais. Très compliquée au début, parce que je me suis retrouvée dans le sud-est. Alors moi, je suis du sud-ouest. C'est pas les mêmes gens. C'est le sud, mais c'est pas le même côté. C'est pas la même mentalité. Ils vont tous m'en vouloir, mais c'est pas méchant du tout. Non, mais c'est pas méchant, mais c'est une autre façon de vivre, quoi. Ouais, donc ça, toute seule, j'avais pas de voiture, donc je faisais tout à pied, machin. Et tu connaissais personne, à part une copine qui avait été mutée en même temps que moi, mais on peut pas passer sa vie ensemble non plus, tu vois. Oui, bien sûr. Et là, le challenge absolu, je dis, je veux aller en réa. J'avais jamais fait de réa de ma vie, du tout. Je change tout, je me fais larguer et la meuf elle arrive et elle dit quitte à sortir de sa zone de confort, allons-y gaiement, allons-y à fond. Et je me retrouve dans un service de réanimation costaud, très costaud, ouais, dans une équipe énorme, on était presque 100, tu vois. Ah oui, une énorme équipe, alors que moi je connaissais ma petite équipe, on était, on devait être 15 infirmiers à tout casser en ortho. Là on est 100 infirmiers et soignants confondus. Une grosse réanimation qui est, on dit Trauma Center 1, donc tous les gros accidents et tout venaient à l'hôpital. D'accord. Et du coup, il faut savoir beaucoup de choses, il y a plein de pathologies différentes, plein de façons de faire différentes, les grands brûlés, d'un coup, c'est le grand bain, tu vois. Et là, est-ce qu'il te faut une formation particulière pour être en réa ? Alors, est-ce qu'ils te font, je sais pas, en interne, une formation ou... Il faut valider quelque chose, peut-être ? Alors, non, il n'y a rien à valider. Quand tu es infirmier, en général, quand tu arrives dans un nouveau service, on te double 15 jours, 1 mois pour t'accompagner. En réa, faut plus. Alors, on ne peut pas nous doubler très longtemps parce que il manque du monde partout. Mais pour être à l'aise en tant qu'infirmier en réa, il faut au moins 6 mois, voire 1 an. Donc, tu vois, ça a été un problème, d'ailleurs, on en parlera sûrement après, pendant le Covid. Mais un infirmier de réa, on peut pas le trouver en claquant des doigts. Aller remplacer une collègue en chirurgie ou en médecine, tout le monde peut le faire. En réanimation, c'est quand même très spécifique, donc voilà. Donc oui, on me forme, je m'adapte. J'en bave, mais ça vaut le coup. Je découvre la réa et je découvre qu'en fait c'est ça que j'aime. Ça y est, c'est bon, j'ai trouvé le service qui me va.
je commence à me lier un peu à l'équipe, mais c'est compliqué. C'est une équipe 70% de turnover du personnel tous les ans. Ah oui. À l'époque. Donc une équipe qui souffre, clairement. Et comment t'expliques ça? Là, ça s'expliquait c'est facilement. énorme. C'est un service qui était très exigeant. D'accord. Un gros service très exigeant et confronté à des situations très, très difficiles. Donc c'est pas fait pour tout le monde, quoi. Ouais, le problème, c'est de recruter des gens où t'es à peu près sûr qu'ils vont rester. Et là, les gens recrutés ne restaient pas. Le vivier, là, c'était des anciens, en fait. C'est ceux qui étaient là depuis vraiment longtemps. Et qui étaient épuisés aussi de devoir former sans cesse des gens qui ne restent pas, tu vois. Bien sûr. Mais là, c'était une découverte de l'AREA, de la région, de tout. De vivre seule. C'était la première fois de ma vie que je vivais toute seule. Ouais, c'était le bazar. Un challenge à tous les niveaux, quoi. Ouais. Gros cataclysme, mais à la fois, il a été nécessaire. Enfin, il a été révélateur, je sais pas. Tout en a découlé après. Du coup, comme je me sépare, mon mari, je lui envoie un message parce que je te dis, je l'ai toujours eu dans la tête. Enfin, ton mari qui ne l'était pas encore. Qui ne l'était pas encore, t'as raison. Qui était juste un petit mot sur un bout de serviette. Ouais, des petits messages sur Facebook, des fois. Enfin, Facebook, Messenger, à l'époque. MSN, ouais. Ouais, il a une adresse Hotmail. C'est génial. C'est génial. Les vrais. Les vrais savent. Je lui écris parce que je l'ai toujours dans un coin de ma tête. Et il me répond, écoute, je t'attends depuis 10 ans. Donc, quand tu es prêt, tu me le dis et je viendrai te faire la cour, tu vois. Waouh! Mon chevalier. Et, c'est trop beau, ça. Ouais. Notre histoire, c'est ça. Et du coup, j'ai un peu fait... Je t'attends depuis 10 ans. Ouais. Et ça fait 10 ans que je t'attends, là. Ouais. Un coup, c'était lui qui était en couple, un coup, c'était moi. Mais à chaque fois, l'un ou l'autre, on pensait... Et lui était sur Bordeaux? Toujours? A fait ses études à Bordeaux, ouais. Après, là, quand je reprends contact avec lui, il est sur Toulouse. Puis en février 2016, il débarque à Toulon un week-end et depuis, on ne s'est plus quitté. Super. Et il se met en télétravail entre Toulouse et Toulon, enfin, voilà. Et il est important parce que mon mari, il croit à 100% en moi. C'est la personne qui a le plus confiance en moi au monde. Mais vraiment. Avant et du toi, coup, peut-être. Ouais, même avant moi. Particulièrement avant moi, d'ailleurs. Mais avant même mes plus proches, quoi. Mais lui, il a une confiance absolue. Et du coup, à chaque fois que des moments compliqués au niveau pro se sont présentés, il a été là. Comment tu gères ça, les moments difficiles? Parce qu'il faut avoir une empathie, beaucoup d'empathie, il faut avoir des qualités humaines vraiment très présentes, quoi. Et comment tu fais pour... entre guillemets, laisser... Est-ce que tu laisses déjà, quand tu t'en vas, est-ce que tu laisses ce qui se passe à l'hôpital? Est-ce que tu l'emmènes chez toi? Est-ce que comment tu gères à l'école, ils t'apprennent à laisser tes problèmes au vestiaire dans un sens ou dans l'autre. Quand t'arrives, tu laisses ta vie privée. Ouais. Et quand tu repars, tu laisses ta vie pro. C'est joli, mais c'est pas possible. Voilà. J'imagine. Voilà. À un moment, alors, au quotidien, on y arrive, parce qu'on n'est pas non plus... confronté à tout, mais après chacun a sa manière de fonctionner, de drainer ça, il faut une soupape en fait. Alors chacun sa soupape. Toi c'est quoi? Alors moi ça a été le sport. Et puis toujours l'aviron ou non, le sport aller courir, prendre me vider la tête en me dépensant physiquement. D'accord. Et puis arrivé un moment où ça a été oui mon chou. Et ouais. Il n'existe pas pour rien. Donc oui mon chou c'est mon entreprise, je précise parce que quand je balance oui mon chou comme ça on se demande ce que ça veut dire. mais ouais à un moment il faut une soupape, ouais. En tant qu'infirmière, après c'est un fonctionnement d'équipe, mais quand il y a une situation qui nous heurte trop, on change. On dit à un collègue est-ce que tu peux prendre le relais, je m'occupe de ton patient. Voilà, quand on a nos limites qu'on sent qu'on atteint, on connaît d'ailleurs un peu les limites de chacun, on sait une telle, les patients psychiatriques par exemple, elle peut pas. Ouais, bien sûr, c'est important. Le suicide, les machins, il y a des situations clés où on sait que certains collègues, on les préserve. Après, oui, il y a des fois... On a une règle à la maison, quand je rentre du travail, s'il y a eu un problème, j'ai 15 minutes.
Pas une de plus. À peu près, tu vois, on n'est pas au chrono, mais mon mari me dit, allez, vas-y, t'as 15 minutes, balance, et après Ouais, vide. on passe à la vie. vide et après on... Ouais. Ouais. Après, si c'est vraiment une situation absolument atroce, oui, là, on va parler plus longtemps, mais... Non, mais bien sûr, mais je veux dire, c'est... Ouais. Et au travail, pas ramener la vie perso, on le fait, mais il y a des matins, on est capable d'arriver en disant, écoute, là, ça va pas du tout, donc laisse-moi faire des trucs faciles, parce que je vais pas y arriver, quoi. Mais ça, c'est humain. Ben oui, mais bon. les infirmiers, les soignants, on est plutôt humains quand même. Bien sûr. Donc ça va. Du coup, on est assez empathique aussi avec nos collègues quand même. Pas la plupart du temps, du moins. Et donc, Toulon, avec ton chou. C'est ça, mon chou. Et vous décidez de rester... Enfin, vous êtes resté longtemps à Toulon, vous êtes... On a fait... moi, j'ai fait 4 ans. 4 ans à Toulon. Au bout d'un moment, je passe adjointe au cadre du service où je suis, parce que j'avais pour projet d'être cadre, de passer le concours pour devenir cadre de santé. D'accord. Donc je suis adjointe au cadre pendant 3 ans de ce service un peu compliqué. C'est l'épreuve professionnelle la plus difficile pour moi, de tout confondu. Je me retrouve dans une situation qui est totalement inconfortable tous les jours, pendant 3 ans. J'arrive pas à faire comme j'aimerais être, j'arrive pas à être comme je voudrais, parce qu'on me contentionne, parce que le management, il faut savoir prendre sur soi. En fait, ça m'a rendu malade de prendre tout le temps sur moi. Voilà. Mais ça, on peut le comprendre. Hein. C'est incompréhensible. Enfin, je me rends compte, en fait, depuis que je suis infirmière, mes collègues me disent tous, il faudrait que tu sois cadre. Parce que je suis quelqu'un d'organisé, que je suis quelqu'un de leader, que je suis toujours un peu, voilà. Et on m'a toujours dit, devenez cadre. Et même mes cadres me disaient, faut faire cadre. Enfin, vous êtes faite pour ça, tu vois. Et le jour où je deviens adjointe et que je commence à faire la prépa au concours cadre, là, je me dis, mais pourquoi ils ont cru que je pouvais le faire ? Parce que le moule, il était trop étroit. Je me sentais coincée dans plein de prérogatives permanentes où... Et puis voilà, puis le travail du cadre, il est invisible. C'est-à-dire que si tu le fais bien, personne s'en rend compte. Le jour où tu t'oublies un truc, là par contre, tout le monde se rappelle dessus, que c'était à toi de le faire quand même. Et donc en fait, c'est beaucoup moins gratifiant que de s'occuper des gens, en fait. Le soin me manque, ça se passe mal. Enfin, on peut pas dire autre chose, ça se passe mal. J'ai clairement ma part de responsabilité dans le fait que ça se passe mal. Ce qui est très difficile pour moi parce que c'est mon premier vrai échec professionnel. C'est-à-dire, je me dis, ok, là, il y a un... Et ça, tu le vis comme un échec, alors que ça te plaisait pas Enfin, ça te plaisait pas d'accéder au poste de cadre où tu voyais que tout ne matchait pas avec toi, et tu le vis comme un échec à ce moment-là. Ouais, ça s'est mal passé. Avec ma cadre, ça se passait mal... c'était douloureux, quoi. D'accord. Et à ce moment-là, la porte, la soupape de décompression, c'est le sport. À ce moment-là, ouais, c'est le sport, c'est activités où tu commences à penser. Je me marie. Est-ce que t'as pensé à changer de métier ? Non, là, au début de ça, non. D'accord. Mais je me marie au milieu de tout ça, donc j'organise mon mariage. Là, c'est le première étape, en fait. C'est que on est à Toulon, on se marie à Bordeaux. Il me demande en mariage le 26 juin, le 14 juillet, le mariage est organisé. Waouh, rapide, efficace. Voilà. Et les prestats me disent, les prestataires de notre mariage, ils me disent, vous êtes une ouf. C'est génial et tout. On organise notre mariage vraiment à la cool, on adore ça, on le fait ensemble. T'avais déjà organisé des événements ou... Oui, j'ai toujours été un peu... dans les assos étudiantes, même chez moi, dans ma famille, on fait la fête. Voilà, c'est l'anniversaire de quelqu'un, on fait une grosse fête, il y a 50 personnes. Enfin, voilà, chez moi, on aime fêter les choses positives. Donc, du coup, j'ai ça, oui, j'aime ça. Et je suis quelqu'un de, je suis organisée, machin, donc ça finit toujours pas. Puis, je suis hyper engagée. Donc, quand je vois qu'il y a une idée qui germe mais que ça avance pas, je vais y aller, moi. Je vais dire, allez, c'est bon, on le fait, et puis je me lance. Et voilà, tu me dis, je te demande en mariage, je te réponds, oui, mon chou. Voilà, allez. C'est bon, le mariage, il est prêt, Plan on peut y aller, quoi. Tac, 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 on déroule. Donc, c'est vraiment ça. Et le jour du mariage, le traiteur, il vient me voir, il me dit, mais vous êtes la mariée la plus sereine que j'ai jamais rencontrée. Votre mari, c'est pareil. C'est un bonheur de faire votre mariage. Enfin,
on leur a jamais pris la tête puisque tout était carré et que tout était clair. Ça représentait pas une charge mentale de ouf pour toi? C'était ma soupape. Organiser mon mariage, c'était ma soupape. Ok. Je plante tout, je fais la prépa 4, je passe une sélection interne pour être présentée au concours 4 je ne l'ai pas, je n'obtiens pas cette sélection. Et on me dit, faut retenter, j'avais que 29 ans, vous êtes trop jeune de toute façon, manque de maturité, l'oral c'est ce qui ressort de l'oral, un manque de maturité professionnelle. Et voilà, libre interprétation du jury, il n'y a aucun problème, je l'ai pas. Et on me dit, T'es d'accord avec ça, toi? Moi, je me suis pas sentie immature, mais peut-être que c'est immature de ne pas se sentir, tu vois, de se sentir mature alors que tu l'es pas. Ouais. C'est des professionnels, ils en ont vu plein. Mais t'étais déçue, quoi. En fait, c'était exactement ce qu'il me fallait. C'est-à-dire que, voilà, j'étais sûre que, tu vois, c'est une espèce de... Je savais que ça se finirait comme ça de toute façon. Voilà, c'est pas ma faute. Évidemment que c'est pas ta faute, non, tu vois. Bien sûr. Et on me dit, il faut renchaîner, Béatrice, il faut refaire la prépa. Je dis non, stop, là, je me marie l'année prochaine, j'ai mon mariage, j'aurai pas la tête à ça. Et ça, c'est mon excuse, en fait, pour dire, on arrête là. Pour l'instant, je reviendrai plus tard, je suis jamais retournée. Et le mariage, et c'est ma soupape, je m'éclate. Je commence à prendre un peu de distance avec ce qui se passe au travail, mal. Et on décide de demander notre mutation. Tout ça en même temps. À Bordeaux? Rentrer à Bordeaux. Ça commence à germer, on se dit, il faut qu'on rentre. Et là, on est en quelle année? On est en 2018. Et on se marie en juin 2018, le 23 juin. Et là, cataclysme suivant. En septembre, 3 mois jour pour jour après notre mariage, mon mari est hospitalisé en urgence et on lui diagnostique une maladie chronique grave, une maladie Crohn, stade assez sévère. D'accord. Et là, mon cerveau dit stop. Mon cerveau dit ok, en fait ton travail c'est de s'occuper de gens malades, et là maintenant il y a aussi la maladie à la maison. Il y a un truc qui se passe dans ma tête qui dit tu vas pas pouvoir faire tout, tu vois. Et la priorité absolue étant mon mari. Je me dis il faut que je trouve une solution parce que là je vais pas y arriver quoi. C'est un tsunami qui débarque, tu vois. Mm-hmm. D'un coup tout allait bien. Je viens de me marier. Au boulot, j'ai pris des décisions. Vous aviez demandé la mutation? Voilà, j'avais demandé ma mutation. Tout semblait se clarifier. Et voilà. Et là, c'est plus que je la demande, la mutation. C'est que je fais courrier sur courrier. Je demande un entretien avec la direction des soins. Je dis, il faut que je m'en aille. Parce qu'à Toulon, en fait, on était tout seuls. À Bordeaux, on avait tout notre réseau amical. Moi, il y a mes parents. Et puis, à Bordeaux, il y a de l'aéronautique et le service de santé des armées. Mon mari est dans l'aéronautique, il est ingénieur aéronautique. Qu'à Toulon, il n'y avait pas d'aéronautique, il se tapait les allers-retours à Aix-en-Provence tous les jours, ce qui représentait plus de 3 heures de transport. Wow. Et pour sa maladie, c'était pas compatible. Donc je lui dis, on arrête tout, il faut qu'on trouve un endroit où tu peux travailler à côté de la maison. Moi, je peux pas vivre à 3 heures de route du travail avec les horaires que j'ai. Bordeaux, ça coche toutes les cases, il faut qu'on s'en aille. Et voilà, et je psychosomatise, j'arrête pas d'être en arrêt, j'ai plein de petites maladies qui n'étaient pas, qui ne t'arrivaient pas avant. Voilà, j'imagine. Tu sais, d'un coup, ouais, il est malade, il faut que je sois malade. Et en plus, c'est pratique, tu vois. Le pauvre, il est déjà lui malade, et moi j'arrive, j'ai des bobos partout. Enfin, je lâche un peu la... Là, mais comment ça se passe, du coup, de gérer ton boulot, la mutation et la maladie qui rentre chez vous? La mutation, on l'attend, on l'espère, on sait rien. Au boulot, tout ce qui me heurtait en permanence et en fait, je me rends compte que ça n'a aucun intérêt. Oui, c'était plus un combat. Il était plus là, le combat. Je lâche, et ça désespère, je pense, sur qui je travaillais. je dis pas que j'étais parfaite, hein, vraiment pas, mais ça ne m'intéresse plus. Je m'occupe de mes patients comme il faut. Je retourne d'ailleurs un peu plus dans les soins. C'est-à-dire que tu mènes plus de combat, quoi. Ouais, le combat, il est pas là. Et j'ai dans la tête ce traiteur qui me dit que vous devriez faire ça. En vrai, votre mariage, il faut faire ça, même, Prévost. Oui. Ouais. Alors, sur Instagram, je regarde un peu le monde du mariage, des organisateurs d'événements, qu'est-ce que c'est, tout ça. Toi, t'avais toujours voulu te marier? Oui. Quand t'étais petite, c'était un rêve... Enfin, c'était un rêve, ça faisait partie des choses auxquelles t'aspirais. Oui, c'était comme ça, c'est même pas une question, d'accord. C'est même pas un rêve, tu vois, c'est la comme vie. Ça. Quand je me suis mis avec mon mari, la première chose que je lui ai dit, je te préviens, par contre, je veux me marier, je veux des enfants. Donc, on est vieux, j'ai 27 ans, tu vois.
On est vieux, donc là, faut que le projet soit clair parce que les enfants, je vais pas attendre 10 ans, voilà. Donc, est-ce que t'es ok? Il a dit oui, je suis ok. Bon, c'est bon, on peut se marier, pas de souci. Très bien, bah tu vois, ça y est, c'est prêt. Voilà. Il a demandé, j'ai dit oui, mon chou, tout de suite. Et puis ça me trotte dans la tête. Je me renseigne sur un stage, je commence à créer un compte. On est en 2018, on 2019, on est l'hiver 2018, ouais. D'accord. L'hiver 2018, Jean-Phi est malade, on est dans le tourbillon de tout ça, et mon cerveau, il dit, viens, va t'amuser avec autre chose. Du coup, ben oui, mon chou. Mais en te disant, je vais vers autre chose, est-ce que je vais lâcher ce que je fais ou là, t'étais dans l'optique de lâcher ce que tu fais? Là, j'étais dans l'optique de me dire, d'abord, je vais expérimenter, je vais voir ce que c'est, ce que ça peut donner, si ça peut marcher. Tu avais un réseau, enfin, tu connaissais du monde? Bah là, je me mets à faire ça, à faire un réseau à Bordeaux. Je vis à Toulon, j'ai pas ma mutation, mais je décrète que quoi qu'il arrive, ce sera à Bordeaux. Voilà. Donc je commence à regarder ce qui se fait, quoi. Ce qui se passe, voilà, comment ça marche, qu'est-ce qu'ils font, où ils vont, et les photographes. Je m'inspire des photographes, j'aime l'image, etc. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne m'explique pas comment on en est arrivé là. Un jour ça sonne, bonjour, je suis entrepreneur. Elle avait créé une plateforme style Etsy à la française, donc que des créateurs français. Machin. J'ai besoin de quelqu'un pour m'organiser mon premier showroom de créateurs. Ni une ni deux, d'accord. Mais parce que là, tu avais créé un compte Insta. Juste, j'avais un compte Instagram et que je mettais des inspirations. Je partageais ce qui m'inspirait. J'avais aucune image à moi parce que, rien. Je fais mon réseau, je discute avec des gens, je commence à piger comment ça fonctionne, mais c'est tout. Et en fait, j'avais discuté avec une podcasteuse qui faisait, qui n'existe plus, mais qui faisait un podcast sur... ça s'appelait La Vraie Dose. Et sur les doses elle apportait des doses positives aux entrepreneurs dans leur parcours. D'accord. Et je sais pas, j'avais échangé avec elle sur l'entrepreneuriat, machin. Et puis, c'est elle qui m'a envoyé ce premier client, cette première cliente. Donc, je dis banco, on est d'accord à un tarif absolument scandaleusement bas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça à ce prix-là, mais... j'étais tellement contente qu'on me paye pour ça, tu vois. Tu sais, cette espèce de truc au début où juste je le fais, je suis contente et je me fais pas payer. Donc je crée quand même l'entreprise parce que je veux faire un truc au carré. D'accord. Donc janvier 2019, entreprise créée. Tu mets un pied... fin janvier 2019, ma cadre m'annonce que ma mutation est acceptée. Waouh. 2 semaines après, on dit à Jean-Phi, ok, on vous renvoie à Bordeaux, pas de souci. Retour à la maison. Tout se décante. Et donc, en avril, on vient sur Bordeaux pour se présenter à nos nouveaux employeurs. C'est l'occasion du showroom. On a coordonné, on a fait en sorte que ce soit à peu près en même temps pour qu'on vienne qu'une fois à Bordeaux. Donc on organise ce showroom, ça se passe super bien. Alors quand tu dis on organise, c'est toi qui organise, c'est lui et toi, vous prenez part tous les deux dans le projet? Oui, mon chou, c'est tous les deux. C'est Jean-Philippe et Béatrice Prévost. Oui, mon chou, on est tous les deux. L'entreprise appartient à Jean-Philippe d'ailleurs. C'est lui le PDG de cette auto-entreprise. Mais d'accord, mais parce que tu dis on quand tu parles de Oui Mon Chou, donc on c'est bien tous les deux quoi. Tout le temps. D'accord. Toujours tous les deux. Oui, quand vous vous adressez à Oui Mon Chou, vous avez un duo quoi. D'accord. Mais parce que mais comment justement parce que moi j'ai l'impression que c'est toi qui prends la décision, tu lui en parles et comme il te soutient et qu'il est à fond, il dit oui et c'est ça. Et lui en marge de son boulot, ça lui c'est aussi sa soupape de décompression. Non, je pense pas. Non, lui c'est pas ça. C'est un deuxième travail vrai. Non. Lui Oui Mon Chou, l'identité, la personnalité de Oui Mon Chou, c'est moi plutôt. C'est vraiment, c'est mon projet, c'est vrai. On est très complémentaires. Donc, et puis lui, il a l'habitude d'une relation client dans l'industrie que moi, je n'ai pas. Donc déjà, il a fallu qu'on vienne m'apprendre que mes clients n'étaient pas mes patients. Mais c'est ce que j'allais te dire. Béatrice, arrête de baisser les prix. Tu vois, le monsieur peut payer. Oui, pardon. Oui, mais le pauvre, arrête avec ça. Oui, pardon. Et puis, je suis très enveloppante, maternante avec mes clients. Bon, des fois, il dit, calme-toi quand même, n'en fais pas trop. Ouais, mais bon, après, ça, c'est ta personnalité. Et c'est aussi peut-être pour ça que les clients, maintenant, te choisissent, te connaissent. Et c'est ce qui mais il faut pas que ça ait un coût. Non, bien sûr. Voilà. Tu vois, parce que moi je sais pas faire la demi-mesure.
Voilà, soyons clairs, je ne sais pas. Je suis toujours à 100%. Et des fois, bah, ça vaut pas le coup de créer... Je sais pas, ils sont pas tous obligés de venir manger à la maison avec leurs enfants, tu vois. Bah, c'est un peu ça. Je vois ce que tu veux dire. C'est un peu ça. Et d'ailleurs, tu vois, je rigole en me disant ça, je suis en train de me dire lesquels n'ont pas fait un repas chez nous avec leurs gosses. Il y en a pas. Il y en a pas beaucoup, ouais. C'est vrai. Bon, c'est sûr, c'est ma manière d'être, mais des fois, c'est pas besoin, tu vois. Oui, pas... je vois ce que tu veux dire, mais après, ça fait partie du package. Du package, et on a bien compris que t'étais quelqu'un d'entier, donc... Oui, ça va, oui. Oui. J'ai bon, travaillé après, là-dessus. On n'est pas obligé de tous partir en vacances et tout ensemble, voilà. Non, ouais, voilà. Mais c'est... Non, en fait, c'est naturel, on sent vraiment ça, quoi. Oui, ça, oui. Naturel, c'est... C'est pas juste pour créer plus de liens, non, c'est naturel, venez, enfin, je sais pas. Oui, c'est complètement ça. Oui, je suis très spontanée, naturelle, mais j'ai mes idées, quoi. Et ce qui compte, c'est que ça soit dans le respect de mes valeurs. Du moment que mes valeurs sont respectées, je suis à fond, quoi. Mais la seule chose qui peut me mettre en colère, c'est que tu ailles à l'encontre de mon éthique ou de mes valeurs. Au travail, à l'hôpital, ils le savent. Ça va être les seules situations où je vais me fâcher, je vais me mettre en colère, je vais manifester mon mécontentement de manière plutôt bruyante. Mais c'est si le patient n'est pas bien traité. Je dis pas qu'il est maltraité, mais si à un moment tu dérives ou que tu m'obliges, ou que tu veux m'obliger à faire un truc que je ne comprends pas, là il y aura un mur. Mais le reste du temps, c'est toujours bonne humeur et toujours très investi, tu vois. Et bah oui, mon chou, c'est pareil. C'est-à-dire que Jean-Philippe, il m'a appris à mettre des limites. Donc, à poser mon téléphone le soir, à pas passer ma vie sur les réseaux ou à répondre aux mails de mes clients à 2h du matin, ça n'a aucun sens. Enfin, à un moment, il faut aussi... Voilà. Ouais, mais bon, comme tu fais ça en marge de ton travail d'infirmière et de ton roulement, j'imagine, tu fais aussi ça quand tu peux. Oui, alors après, mon roulement, il est en 12 heures. Donc, je travaille pas tous les jours de la semaine. Donc, effectivement, il y a des jours off. Alors, dans les jours off, il faut quand même s'occuper de la maison, de la vie de famille, etc. C'est quoi un jour off Un jour off de l'hôpital. Off de l'hôpital, voilà. Et puis, il faut aussi... j'ai un petit garçon qui a 3 ans maintenant. Donc, il va aller à l'école, mais jusque-là, il n'allait pas à l'école. Mais ça, je suis organisée, donc j'ai trouvé ma manière d'être. Mais Jean-Philippe, oui, dans le duo, et c'est ça qui apporte. Et surtout, il est très manuel. Et moi, j'ai des idées, et lui, il sait les faire. Génial. Tu vois, oui, une vraie complémentarité. J'imagine un décor. Moi, tu me fais faire le décor, ça ressemble à rien. Enfin, faut pas zoomer, quoi. C'est-à-dire... Non, mais t'as les idées, et lui a les mains pour réaliser Exactement. et mettre en scène derrière. Et ça, c'est super, ça, c'est vraiment une force. Voilà. Donc, oui, mon chou, c'est pour ça que c'est nous, quoi. Je peux D'accord. pas être Parce sans que, lui. voilà, je t'entends dire on ou nous, et je me dis, d'accord. C'est pour ça que j'ai un peu parlé de comment s'est rencontré, etc. Puisque il est important dans ma vie professionnelle et dans mon côté slasheuse, il est clairement essentiel. À la base aussi de tout ça, quoi. Ouais. Oui, parce que quand je crée Oui Mon Chou, alors déjà... Personne ne comprend. C'est-à-dire, mais attends, ton mari est malade, tu travailles en réa, qu'est-ce que tu viens te rajouter ce truc-là concentre-toi sur... ça, on me le dit très souvent, concentre-toi. Mais j'ai besoin, en fait. Je suis pas déconcentrée. J'ai besoin. En fait, je pense que ça n'a rien à voir avec la concentration. Voilà. Dans tous les cas. Et j'ai besoin. Et c'est ma manière... Et tu sais, j'ai réalisé vraiment longtemps après que Oui Mon Chou était né à ce moment-là. Sur le moment, je l'ai pas fait exprès. Mais c'est Jean-Phi qui m'a dit, tu te rends compte qu'au moment où je tombe malade, tu crées une entreprise. Il me dit, c'est ta manière, tu ne savais pas faire autre chose. Enfin, en fait, t'as été obligée de faire ça. J'ai dit, oui, je m'en suis pas rendu compte, mais oui, c'est vrai que c'est vrai. Il n'y a pas de doute, c'est vrai. Donc, on va à Bordeaux, on fait ce showroom, on se présente à nos nouveaux employeurs, on est en avril 2019. Puis bon, on visite une maison parce que... Oui, quitte à s'ennuyer, autant y aller gaiement dans une réno, un achat. Qu'on achète, parce qu'on est comme ça. On met pas 36 ans à décider. Je dis on parce que sur ce coup-là, on est vraiment pareil. On achète cette maison qu'il faut refaire de fond en comble, de haut en bas, vraiment. Et on se dit, bah c'est génial, on achète la maison, on la retape pendant 1 an, et après peut-être qu'on fera un enfant, tu vois. Mais tu vois, c'est super les plans, mais il faut toujours le plan B, parce que... Et le plan B, c'était quoi? Et on rentre de notre expédition à Bordeaux, et quelques semaines après, je découvre que je suis enceinte, en fait.
Mais Voilà. la Du surprise coup, partie, parce que ce n'était pas du tout prévu, quoi. Il n'y a rien qui était fait pour. Du coup, là, on est sur la découverte de la maladie de ton mari, la demande de mutation qui est acceptée, le début de Oui mon chou, tous les deux, le déménagement qu'il va falloir caler, organiser, la rénovation et t'es enceinte. Et je suis enceinte. Super. C'est la folie. On se régale. On me s'ennuie. Et tu sais quoi, le plus drôle, je tombe enceinte, je regarde Jean-Philippe, je lui dis c'est un truc de fou. Il me dit c'est nous. Et quand on l'annonce à nos proches, même pas ils sont étonnés. Vous savez même, vous êtes incapables de faire simple en fait. Je dis mais c'est, il y a un mini moment de panique quand même. Je me dis mais on ne va jamais y arriver. Et c'est là que Jean-Philippe, il est important. Il me dit mais si en fait, parce qu'on arrive toujours, donc on va y arriver, t'inquiète pas. Et oui, mon chou, oui, j'ai pas précisé. Pendant qu'on est à Bordeaux, qu'on fait le showroom, qu'on se présente, qu'on achète une maison, on organise notre premier shooting d'inspiration. Donc ça, c'est un fonctionnement dans le monde du mariage sur les périodes un peu off. C'est des projets collaboratifs. Chacun participe... Avec différents acteurs. Voilà, chacun apporte son savoir-faire. On met en scène un mariage. Et on obtient des photos professionnelles, de qualité. Et ça permet de s'exprimer... d'un point de vue créatif, parce qu'on peut pas tout... C'est pas nous qui décidons de la déco des mariages de nos clients, mais celle-là, on peut la décider. Et ça permet de se faire un réseau, ce qui, pour moi, est très utile, et aussi de tester un peu les prestats pour se rendre compte de la qualité du travail. Donc, on lance ce shooting. Et tu vois, c'était il y a 4 ans, mais on parle encore de ce shooting. C'est un peu un shooting signature. Et la rencontre sur ce coup-là, c'est Alban de Marnac, qui est la photographe du dit shooting. D'accord. Qui est très bien installée sur Paris, donc je vais la chercher à Paris quand même. Et parce que j'aime ses photos. Voilà. Je décide qu'il n'y a pas de photographe à Bordeaux. Non, il n'y en a pas. Voilà. Il n'y a aucun photographe talentueux à Bordeaux, c'est bien connu. Mais moi, comme d'hab, non, c'est elle, c'est sûr, c'est elle. J'y vais au culot parce que je viens de nulle part, j'ai rien à lui montrer en fait. Elle me suit. Elle dit ok, je viens à Bordeaux, on fait un shooting collab ensemble, pas de souci. Ok. Et du coup, comme elle me suit, plein d'autres prestats un peu réputés me suivent aussi sur le projet. Et du coup... Là, c'est le début d'un beau réseau, quoi. Et c'est là que, commence l'aventure réseau. Ce shooting, il s'appelle Mexican Vibes, et il a très bien marché, et il nous a apporté beaucoup de clients. Donc, réussite, quoi. Et du coup, on rentre de Bordeaux, on a une maison, enfin, on est à peu près sûr d'avoir une maison. On a ce shooting qui s'est super bien passé où je me suis éclatée. Le showroom, je me suis éclatée. C'est la première fois que d'un point de vue professionnel, je m'éclate depuis plusieurs mois. Je me dis, bon, ok. Est-ce que là, c'est plutôt le côté créatif en toi qui peut s'exprimer follement, quoi. Parce que c'est ça. Infirmière en réa, le côté créa est beaucoup plus restreint. Ouais. On est d'accord. Ouais. J'avais besoin de beau. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, de belles choses. Je dis pas que c'est pas beau mon métier, mais c'est beau sur l'éthique, ou c'est beau dans l'abstrait. Mais moi j'avais besoin de toucher des choses, de voir des choses, de créer des choses qui sont belles. Voilà. Que ce soit joli, que ce soit positif, que ce soit coloré, vivant. Enfin, voilà, le pareil, il est vite fait, tu vois, c'est évident. Donc c'est ça. Et en fait, à ce moment-là, je suis très bien comme ça. Moi, ça me va d'être et infirmière et wedding planner. En fait, c'est ça qui me va. J'ai pas envie d'être que l'un ou que l'autre, j'ai envie d'être les deux. Ouais, l'équilibre est là. Voilà. Et puis du coup, est là, et puis ça, vous êtes impliqués tous les deux dans cette nouvelle aventure, et vous déménagez sur Bordeaux, vous arrivez, et en fait, alors là, c'est sur tous les fronts, quoi. Ouais. Je veux dire. En plus, j'ai une grossesse patho. Enfin, moi, j'ai fait de l'hyperémésis gravidique. Le vrai de vrai. Quelle horreur. Genre, j'ai vomi 20 fois par jour pendant 6 mois. 6 mois. Ah là là, quelle horreur. À la fin, moins. Mais alors, moi, je m'en fous. C'est-à-dire que mon cerveau, il est là, c'est génial, tu vas avoir un bébé. Je m'en fous. À chaque fois que je vomissais, je disais, c'est génial, c'est génial. Mon mari, il me dit, mais t'es folle. Mais en fait, comme tout va mieux. Oui, ça, c'était... on balaye, tu vois. C'est rien. je vomis, quoi. Je vomis.
Bon, heureusement que j'ai fonctionné comme ça parce que vraiment l'hyperémésis c'est pas rigolo. Ah ouais, J'ai l'impression que tu sais de quoi je parle. Ouais, bah oui, et pour autant, moi je ne l'ai pas vécu, mais j'ai une amie qui l'a vécu, qui a l'enfer. C'est un cauchemar. Mais parce que on parle pas, petite parenthèse, on parle pas de petites nausées, ah non. Voilà, hein, on est, et mais c'est affreux quoi. Non, c'est l'hyperémésis gravide. Kate, enfin, je sais plus comment on doit l'appeler maintenant. Mais... Oui. Kate d'Angleterre. Elle, oui. Je veux dire, c'est elle dont on connaît, enfin, voilà, les grossesses ont été publiques, mais je veux dire, c'est quand même un truc. Oui, c'est affreux, quoi. C'est compliqué. Eh ben, c'est pas grave. On est muté, on arrive à Bordeaux. Bizarrement, quand on arrive à Bordeaux, j'ai moins de symptômes quand même. Je suis moins malade. C'est étrange. Ah, hein. voilà. Ah ouais. Alors dans le genre. C'est toujours présent, mais moins intense peut-être. Ouais. Et c'est bon, ça c'est fait. J'ai quitté. Vraiment, ce service de. S'il y en a qui écoutent, ils vont dire mais elle est horrible. Du coup, je vais dire un truc très positif. Ce service de réa, c'est. Enfin, moi, demain, il m'arrive un grave accident, je veux être soignée là-bas. Quoi. Ce sont des professionnels de santé extraordinaires, très plus que compétents. C'est un service en or. Moi, j'ai appris à être l'infirmière que je voulais être là-bas. Du coup, je suis partie de là-bas, contente de m'en aller de là-bas, mais ça a été capital dans ma vie et sans regret et même presque un peu d'affection, tu vois. Ouais, presque un peu une petite tendresse pour se dire c'était pas facile, mais ça valait la peine, quoi. Puis on arrive à Bordeaux, je suis enceinte, grossesse plateau, je peux pas travailler, je suis chez moi. Et ben réseau, business plan, on part à fond sur Oui Mon Chou. Je développe mon réseau, j'ai des images de choses que je fais, puisqu'on a 2-3 petits événements de temps en temps. Je fais un deuxième shooting avec Alban, toujours cette photographe, qui était un shooting baby shower. Et les modèles, la veille du shooting, elle est hospitalisée, pareil, hypertension en fin de grossesse, donc hospitalisée. Panique à bord, j'ai Alban, mais comment on va faire? On n'a pas de femme enceinte. Elle me regarde, elle dit, toi, peut-être? Si, Léa, si c'est un effort d'imagination, j'ai la merde. Ouais, t'es sûre? Ouais. Bon, du coup, je me retrouve à poser pour mon propre shooting. J'ai des photos de moi enceinte incroyables, du coup. Mais c'est ce que j'allais trop dire. Bien. Mais génial. Elle repart et en voyant des photos de nous pendant la grossesse et tout, on se dit quand même, il faut qu'on s'offre une séance photo de la grossesse et de la naissance. Et il y a cette photographe bordelaise, pour le coup, qui s'appelle Anastasia Cailly, Anaki, et j'adore, mais vraiment elle, et toujours aujourd'hui, j'aime profondément son œil, quoi. Elle a... Non, Anna qui a été l'invitée du podcast dans un épisode précédent, mais vraiment, enfin, allez voir. Alors, sa photo, c'est... On la reconnaît. Exactement. C'est profond, mais c'est contrasté. Voilà, moi, je suis fan de son truc et tout, donc je prends mon courage à deux mains. Je lui envoie un petit message sur Instagram. Bonjour. Salut. Moi, c'est Béa. Je me présente souvent comme ça, d'ailleurs. J'ai remarqué. Ouais. Mon mari aussi, il trouve ça mignon. Voilà, donc je te contacte pas du tout pour le travail, mais pour moi-même, parce que je suis enceinte, j'accouche en février, on est en fin novembre, début décembre. 2019, là. 2019, et oui. Aïe. Et ça, ouais, on savait pas, donc ça allait. Ouais. Et puis, je dis, j'aimerais beaucoup que tu fasses mes photos de grossesse et mes photos de naissance. Et là, elle me dit, c'est adorable, mais en fait, je suis très enceinte moi aussi. Oui. Puisque nos enfants ont à peine plus de 15 jours d'écart, je crois. Donc elle me dit, je suis navrée, mais je peux pas faire tes photos, je suis en congé mater. Bon, j'étais un peu dégoûtée, mais j'étais contente pour elle. Et voilà, il y a un petit échange qui commence, puisqu'on est enceinte en même temps, etc. Et puis j'accouche donc le 13 février 2020, le jour de la Sainte Béatrice. Petit détail rigolo. Voilà. Petit clin d'œil. Andréanée. Et puis quelques semaines plus tard, on est confinés. Ouais, tout à fait. Et toi, du coup, t'étais pas à l'hôpital puisque... Non. Enfin, je veux dire professionnellement. Non, la première vague, j'étais en plein congé maternité. Et là, est-ce que tu comprends ce qui se passe? T'as toujours contact avec tes collègues? Oui. C'est-à-dire que ma cadre, si elle écoute, elle va éclater de rire. Je l'appelais toutes les semaines en lui disant je peux arrêter mon congé maternité, hein. Je viens. Elle est folle. Je le décale. Je viens, madame. Et elle fait là, mais non, tout mais parce va bien, que tu sentais l'urgence mais en fait, et la souffrance
de tes collègues, peut-être. Alors en fait, j'ai interprété ça comme ça parce que comme la plupart des gens pas soignants, moi j'avais BFM ou CNews à la télé qui m'expliquaient ce qui se passait et c'est tout. J'étais en congé maternité et mes collègues, aussi bienveillants qu'ils sont, ils m'ont préservé de ça. Ils me disaient pas c'est dur, c'est pas dur ou quoi. Moi j'avais l'impression qu'ils vivaient l'enfer. Ouais. Et c'est là que ton côté infirmière de réa sort en mode je suis une denrée rare parce que ce que je te disais tout à l'heure, une infirmière de réa formée. Et puis bon, la réa, les le réa nerf de la guerre pendant le Covid, saturés. Et je me dis mais il faut que j'y aille. Mais d'un autre côté, mon mari avec sa maladie, il fallait pas l'exposer parce qu'il est immunodéprimé. Donc en fait, il y avait toutes mes parties de moi qui étaient divisées, tu vois, genre faudrait que j'y aille. Mais je viens d'avoir un bébé. Quand même juste d'accoucher, quoi. Ouais. Parce que 13 février, on a été confinés en mars, le 16 un mois mars, après, quoi. Ouais, juste un mois après. Ouais. Ouais, puis j'avais mon bébé, donc je vais pas on savait pas encore si les bébés c'était grave ou pas. Mon mari, il fallait le protéger. J'appelle, on me dit, si vous venez, il faudra pas vivre avec votre mari. Oui, mais là j'ai un bébé en fait. Comment on fait? Oui, le bébé, mais le bébé, je l'allaite. Oui. Oui, du coup, vous pouvez pas venir en fait. Et c'était compliqué. Mais la première vague en Nouvelle-Aquitaine, c'est pas trop mal passé. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que nous, on était entre guillemets un peu préservés comparé au reste de la France, ouais. Complètement. Et ça arrive après, forcément, mais ils ont reçu le train, tu sais, avec les malades du nord de la France, on en a rapatrié chez nous. Mais moi, je travaille dans l'armée, donc on a ce qu'on appelle la réserve. Et du coup, tous les réservistes sont venus, les anciens collègues. Il y a une énorme solidarité ouais. Et une grosse mise en place. Et du coup, en fait, ils étaient, en tout cas là où moi je travaille, ils n'étaient pas en sous-effectif. Ça allait, quoi. Donc, ça m'a quand même aidé à redescendre, parce que j'étais vraiment en tout azimut. Et puis, pendant ce confinement, Jean-Philippe, on décide que je gère Oui Mon Chou et lui, il gère les travaux, parce qu'on a notre maison pour l'instant, quand même. Et oui. Donc, les artisans... Qui gère l'enfant moi, 100%, évidemment. Et lui, quand il rentre, mais non, il fallait avancer la maison, parce qu'on vivait pas dedans, on vivait dans la maison de mes parents, qui est juste à côté, qui, eux, étaient à l'étranger, donc c'était cool, mais à un moment, ils allaient rentrer, il fallait qu'on ait notre chez nous. Puis, oui, puis il fallait que ça avance. Faut que ça avance. Quand même, quoi. Sauf que faire avancer les choses avec le Covid, avec tout ça, c'était peut-être pas très évident. Ouais. Et par rapport, du coup, à ton activité, l'incidence... Enfin, je veux dire ton activité d'infirmière, mais ton activité pour Oui Mon Chou, parce que là, tout s'arrête, là. L'incidence... T'avais des choses de prévues? J'avais des mariages prévus, ouais. Pas beaucoup, parce que je savais que j'accouchais en février, donc j'avais fait en sorte de m'organiser. Mais j'en avais juste 30 de prévus pour mes 16 ans. Non, jamais. Oh là là, impossible. Même pas en rêve. Ouais, non. Ce serait pas du rêve. Je ne m'infligerai jamais ça. Ah non, mais je comprends. Non, mais j'avais... en 2020, il y en avait 4, je crois. Nous, on en prend 5 maximum par an. D'accord. Donc, tu vois, on avait quand même une belle saison. Pas grave, report. Mais en fait, sur moi, pas d'incidence, j'ai un métier. Salarié fixe, avec un revenu fixe tous les mois. Donc, tant pis, si Oui Mon Chou tourne plus, finalement, ma vie, elle est protégée quand même. Donc moi, j'ai survécu largement au Covid, contrairement à beaucoup de collègues. Ouais, il y a beaucoup de collègues qui se sont retrouvés clairement... c'est une catastrophe pour les entrepreneurs et le monde du mariage. De l'événement. De l'événementiel, ouais. C'est une catastrophe. Parce qu'on parle de mariage, mais Oui Mon Chou, j'imagine que vous gérez aussi toutes sortes d'événements ou uniquement mariage? Alors jusqu'à présent, on faisait toutes sortes d'événements, mais là, on a décidé de se concentrer plus que sur le mariage. D'accord. Parce qu'on a Inouï aussi à côté, dont on parlera peut-être après, qui commence à prendre de l'ampleur. Donc pour équilibrer, on va se focaliser que sur le mariage. Ok. Mais Oui Mon Chou en pâtit, mais pas tant que ça. Enfin, la trésorerie de Oui Mon Chou, elle est dédiée à Oui Mon Chou, donc je peux rembourser des acomptes s'il y a besoin. Ça ne me met pas en difficulté. D'accord. Parce que j'ai pas mal... Ouais, il y a eu pas mal de gens qui ont dû rembourser des acomptes qui, bon, légalement n'est pas une obligation, mais ils l'ont fait et qui se sont retrouvés sans trésorerie. D'autres qui avaient des mariages qui devaient encaisser, qui sont reportés, donc ils peuvent pas encaisser. Ouais. Du coup, au niveau financier, c'est... En fait, nous, on est protégés.
parce qu'on a fait ce choix de la double activité. Et c'est vraiment un choix, c'est pas un... Oui, parce qu'à un moment donné, j'imagine que la question s'est posée sur est-ce que on fait un switch sur l'activité Oui Mon Chou à temps plein, ou est-ce que et vous votre équilibre c'est d'avoir chacun votre job, lui dans l'aéronautique, toi dans la santé, et d'avoir ça en commun, mais voilà, c'est votre équilibre d'avoir ça, c'est ça en plus. Je veux explorer ça. Jean-Philippe, il me suit. De toute façon, moi, je lâcherai pas mon travail, c'est sûr. C'est notre c'est base notre base de sécurité. Ouais. Oui, mon chou, c'est ton projet, il le fait avec moi, mais c'est mon projet surtout. Et c'est mon projet de reconversion à terme. À terme. Mais voilà, le problème, c'est le terme. Oui. Et oui. On sait pas. Et en fait, je ne veux pas ne plus être infirmière encore. Je suis pas du tout prête à ne plus être infirmière. Je suis très heureuse comme ça. Mais t'en as pas envie. Voilà, je ça n'entends pas que... Voilà, exactement. Et donc, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est bien comme ça. Et du coup, je reprends le travail en juin de 2020. Donc, fin de première vague, petit déconfinement, et la deuxième vague. Alors, moi, je sors de congé maternité. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça fait presque un an que j'ai pas travaillé, parce que ma grossesse pato, donc ça fait... En juin, j'ai arrêté l'ARIA au mois d'août, tu vois, de l'année d'avant. Oui, donc c'est ton grand retour sur le terrain, entre guillemets. Et Quand je reprends en juin, c'est hyper calme. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas de patients. Les gens sont terrorisés d'aller à l'hôpital. Donc, il faut très attention. Donc, il n'y a pas de gens malades, en tout cas pas suffisamment. Il n'y a plus d'urgence. Ils sont en plein air, il fait chaud, il y a moins de contamination. Donc, reprise très en douceur, même trop. Et en l'espace de 15 jours, la deuxième vague, quoi. Et là, punaise, waouh. Ouais, violent. Violent parce que ça n'arrête pas. On a l'impression que dès qu'un patient sort, il y en a un autre qui arrive. On a l'impression qu'on n'a pas assez de lits. Bon, ça se passe, hein, on le fait, mais tous les jours, les mêmes malades, la même maladie, ce fameux Covid... Non, et puis avec un bébé à la maison et ton mari qui est immunodéprimé, c'est ça, hein, par rapport à donc là, il commence à y avoir les vaccins qui sortent. Nous, les soignants, en plus militaires, il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de libre choix. Là. Oui, militaire, t'es vacciné pour la ligne, et moi, ça me va très bien. Donc, primo-vaccination, mais tous les jours, je me douche en sortant du travail, je change mes habits, que je lave à part. Enfin, c'est hyper chiant. Et du coup, cette deuxième vague... T'as pas pensé à ouvrir une laverie? Non. Andrea, il commence la crèche, dans une crèche où elles ont des masques. Et puis moi j'ai peur qu'ils chopent le Covid à l'école, à la crèche quoi. C'est une collectivité. Oui. Les ATSEM, elles sont pas obligées de se faire vacciner. Et moi je peux pas avoir le Covid chez moi. Et puis j'ai pas envie de rendre plus malade peut-être mes collègues. C'est ça en fait. Tu vois, on n'y pense pas, mais on n'avait pas envie de se le refiler entre nous. Bien sûr. Parce que d'abord on veut pas que les gens soient malades. Et puis en plus on veut pas qu'il manque du monde. Parce que... Oui, là, la priorité, elle est à plusieurs niveaux, quoi. Il faut être en bonne santé. La deuxième vague, moi, c'est mon premier vrai contact avec le Covid au sens d'infirmière de réa, parce que première vague, j'y étais pas. Et en plus, j'ai cette espèce de besoin de beaucoup faire, parce que j'étais pas là avant. Ah. Tu vois ? Oui, on me dit, écoutez... alors voilà, une fois de plus. Responsabilité la supplémentaire. demi-mesure, je vais voir la cage, j'ai mes collègues, ils ont eu la première vague, ils sont épuisés. Puis ils sont partis à Mulhouse, on a été au bien Covid sûr, de partout. Ouais. Ils sont fatigués, ils sont tapés les parce que toi, par contre, tu faisais rien pendant la première vague. Non, mais c'est l'ambivalence du soignant. Ouais. Je suis sûre que si t'en parles avec d'autres soignants qui ont vécu cette crise, les urgentistes, les réanimateurs, te diront, en fait, on n'avait jamais l'impression... Du moment qu'on n'était plus à l'hôpital, on avait l'impression qu'on devait y retourner. Parce que bien sûr. J'entends beaucoup ça. C'était pesant, quoi. On sentait que... Puis ces gens qui applaudissent, là, il faut y aller, quoi, tu vois. On nous demande tous les soirs à l'intérieur. On nous demande, mon mari se moquait de moi, il dit tu es une héroïne de la nation. Et en fait, c'est là aussi qu'on en avait marre, parce qu'on nous applaudit, mais en fait, c'est dur tous les jours l'hôpital, pas que pendant le Covid. C'est pas que pendant le Covid. Et soudain, les gens se sont mis à être super respectueux. Il y a les infirmiers. Quel métier extraordinaire vous faites. Mais sans vous, qu'est-ce que vous ferez ? Mais vous pouvez être aimable tout le reste de l'année aussi, tu vois. Parce qu'ils étaient... Les urgences se sont vidées. Il n'y avait plus la file d'attente aux urgences. Ils avaient tellement peur. Oui. Mais du coup, toute cette partie bobologie Exactement. de gens qui viennent pour des mauvaises raisons aux urgences, etc. En fait, on a eu l'impression de faire notre vrai métier. Votre vrai dans métier, des bonnes conditions. Ce que j'allais dire. Enfin, de bonnes... Oui.
dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions. Ouais. Parce qu'il y avait moins de monde. Mm. Ils étaient vides les services, hein, à part les réa et les urgences. Et les soins intensifs. En fait, les urgences ont pris leur vrai nom d'urgence. Mais bon, on s'est retrouvés un peu là-dedans, puis on nous applaudir une fois ou deux, La première fois, ça t'émeut un peu quand on t'applaudit, mais qu'après, à l'hôpital, on débarque. Enfin, la deuxième vague, donc c'est l'hiver 2020. Elle a été compliquée aussi parce que il y avait beaucoup de choses qu'on aurait pu éviter. Et nous, on s'est retrouvés face à des gens, par exemple, on s'est mariés quand même. Tu te maries quand même. Parce qu'on avait besoin. On a besoin de faire la fête. Ouais. Mais vraiment, je l'entends. Je peux plus l'entendre que les autres. Je suis wedding planner, donc je suis très contente qu'ils veuillent se marier. Mais quand t'as tous les grands-parents qui décèdent à la suite de ton mariage parce que, Bien sûr. Non, mais on avait besoin de faire la fête, tu vois. Ouais. On a eu des gens à Noël. On est allé voir mamie à Noël. Bon, je toussais, mais je suis quand même allée la voir à Noël. Et mamie, nous, on n'a pas réussi à la sauver, quoi. Et ça, ça, on l'a pas aimé. Et après, il y a eu les gens qui refusaient de se faire vacciner, qui étaient agressifs avec nous. Voilà. Et pendant ce temps-là, du coup, je fais beaucoup de nuits. Je travaille beaucoup de nuits parce que je suis infirmière de réa depuis un moment. Je suis expérimentée. Il y a besoin sur une équipe, il faut toujours qu'il y en ait un peu expérimenté quand même. Bien sûr. Et puis voilà, que j'arrive avec cette culpabilité de ne pas avoir fait la première vague. Donc je dis, mettez-moi de nuit, je vais faire les nuits à la place de mes collègues, il n'y a pas de souci. Bon, j'aurais pas dû le dire. J'ai fait trop fort. J'ai fait beaucoup trop de nuits. Et mon fils, il était tout petit. Et bon, ça a été un peu compliqué. Et oui, mon chou, pendant ce temps, game over, tu vois. Ouais, pause. Un sommeil, quoi. D'ailleurs, les gens comprennent très bien. Je prends plus de contrat. Mais j'avais heureusement pas pris de contrat pour l'hiver. Parce que je voulais faire mon premier Noël avec mon fils, machin. Heureusement, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai plein de gens qui me suivent sur Insta qui m'écrivaient à cause du Covid. Qu'est-ce que tu recommandes? Comment ça se passe à l'hôpital? Comment ça va? J'en ai petite hotline comme ça sur Instagram. Il y en a qui nous ont envoyé des trucs à l'hôpital, des cadeaux, à manger, des traiteurs qui nous ont envoyé à manger. Hyper sympa. Ça, c'était. En fait, ça faisait du bien, tu vois. Des fois, même, on avait un peu les larmes aux yeux quand on voyait tous ces trucs arriver. On se disait, mais pourquoi que maintenant? Enfin, tu vois. Toute l'année. En vrai, c'est gentil, mais c'est. On a juste fait notre travail, quoi. Ouais. Oui, mais bon, enfin, je veux dire, c'est... c'était exceptionnel. Une pandémie... C'est touchant, quoi. Oui, c'était très touchant. Il y a eu des belles choses, hein. Enfin, quand t'as tes collègues à la retraite qui redébarquent... c'est bon, file-moi une blouse, j'arrive. Oh, trop bien. Enfin, on a plein de patients qu'on a réussi à soigner, qui reviennent te voir après en pleine forme, et qui reviennent encore aujourd'hui, 3 ans plus tard, régulièrement, ils passent nous faire coucou. C'est trop sympa. On fait ce métier pour ça aussi, tu vois. Mais cette deuxième vague violente, toute la vague complotisme, anti-vax et tout, on est les toi, premiers. ton postpartum, on s'en fout. Enfin, je veux dire, tout s'est bien passé, il fallait que tu reviennes travailler. Heureusement, j'ai un bébé extraordinaire. Non, mais parce que ça aurait pu être pas compliqué, quoi. Un peu compliqué. Andrea, il a une maman infirmière, il le dit bien, d'ailleurs. Il a bien compris. Et il a fait, pendant ces 8 mois, là, tu sais, c'est la période de l'abandon, l'angoisse de séparation et tout, c'est quand j'étais de nuit. Voilà. Donc, papa a été le mur solide sur lequel on tape, tu vois. C'était un bébé, il a fait ses nuits, il avait 5 jours. Il a plus fait ses nuits, et puis moi, je travaillais. Il faisait ses nuits que quand j'étais là. Vite fait un petit revers de médaille. Mon mari, c'est le père le plus patient du monde, mais il me subjugue. Donc, il a pris, il m'a dit, il faut que tu le fasses. Puis aussi, il était, je pense, aussi un peu fier d'avoir une femme infirmière en réa qui s'occupe du Covid, et puis ça a tout son sens, et puis... Voilà, il sait que mon métier est important, je suis infirmière militaire, si je dois partir en mission, je pars. Ça a toujours été clair. Le contrat, tu vois. Mais bon, ça a été... Moi, je l'ai mal vécu. Peut-être plus que psychologiquement, du moins, parce que j'avais l'impression d'abandonner mon bébé. Mais toi, t'étais tiraillée complètement par... comme quand Jean-Philippe est tombé malade. Et là, je m'en voulais. De passer les nuits à veiller d'autres personnes. Avec d'autres gens. Mais d'un autre côté, je devais le faire... pas négociable, quoi. Fallait que je le fasse. Enfin, moi, je négociais pas ça. Et après, je veux dire, c'est rentré dans l'ordre. Maintenant, dans la nuit. Oui. Voilà. Okay. Oui, mais c'est vrai, quand t'es jeune parent, que c'est ton premier, t'as l'impression de lui faire un peu du mal, tu vois ce que je veux dire, enfin, de pas lui apporter ce dont il a besoin, alors que tu es tout son univers.
ça tiraille un peu, mais après la deuxième vague c'est terminé, et puis on a trouvé notre rythme, et puis après bon, depuis il y a eu je sais pas combien de vagues, Ouais, bah là on la compte plus. on est rodé, tu vois. On Je sais est plus si on rodé. appelle ça des vagues maintenant. Mais... Non, c'est passé quoi. Mais voilà, on arrive en 2021. Ouais, on est fatigué. Ouais. Un peu fatigué. Et pendant ce temps, Anastasia Cailly, elle aussi, elle a son bébé, machin. Et puis, une première créatrice du showroom qu'on avait organisé me contacte pour lui organiser son shooting de marque. Parce qu'elle aime mes shootings et elle sait que je suis organisée. Donc elle me dit, est-ce que tu peux m'aider pour ça ? J'y avais jamais pensé. Mais je lui dis, bah bien sûr. Et c'est une marque de vêtements pour enfants. Anna, les enfants, elle les prend très bien en photo. Donc j'appelle Anna. Je lui dis, voilà, j'ai peut-être un contrat, machin et tout. On se rencontre pour de vrai pour la première fois, parce que Covid et tout, on s'était jamais vu. Et ça match... direct. C'est instantané. C'est-à-dire qu'on comprend que oui. Quand je lui dis, j'ai imaginé ça, elle l'a. Elle le voit, quoi. Mais oui, Elle le c'est ça qu'il faut faire, t'as raison. On a les mêmes références culturelles, artistiques, esthétiques, enfin, on se pige quoi. Donc on fait ce premier shooting ensemble, ça marche bien. Une marque de lingerie nous contacte, on fait leur shooting de collection, ça cartonne. Les 2 clientes sont ravies, elles augmentent leurs ventes, enfin, ça se passe bien. Donc on commence à se dire que le duo fonctionne et que travailler pour les pros, ça nous plaît. Le B2B, ça nous plaît. Anna, à la base, elle est consultante en com quand même, donc il faut écouter l'épisode. Voilà. Parce qu'elle n'est pas que ça non voilà. plus. Elle est plein de choses. Et du coup, il faut créer quelque chose. On est en 2021, on fait plein de shootings, enfin ça mûrit doucement. Et fin 2022, donc là, on a lancé notre agence qui s'appelle Inouï, au féminin pluriel. D'accord. Et qui est une agence de communication visuelle. Où vous travaillez toutes les deux. On est ensemble. Vous avez cofondé Inouï. On a cofondé Inouï. Donc oui, mon chou, Anaki, elle a le i tréma dans son nom, donc Inouï c'est le mélange des deux. Au féminin pluriel, ça sonne bien, j'aime bien. On fait de l'audit, de communication, on fait de la stratégie de marque. Bon, ça c'est surtout Anna du coup, parce qu'elle a puis elle a le bagage qui sait va faire. très très bien. Moi, elle m'a dit ça, je ne fais pas d'audit, Anna, on est d'accord. Oui, non, je m'en occupe. Ouais, voilà, parce que ça, faut pas tout improviser non plus. Et puis après, on produit et on fait la direction artistique de shooting, photos ou vidéos. Voilà. Très chouette comme ça, d'une aventure qui en amène une autre et qui vous fait rebondir, créer des synergies ensemble. Et puis en même temps, t'es toujours... On peut te voir à l'hôpital. Oui, toujours. Enfin, on peut te voir. Je souhaite à personne finalement de te voir à l'hôpital. C'est pas du tout ce que j'allais dire. Rare qu'on... Mais je veux dire, tu continues. Je suis toujours infirmière en réa. Oui, pour l'instant. Pour l'hôpital des armées, quoi. Enfin, toujours dans cette institution à laquelle je suis très attachée, qu'on connaît peu, les soignants connaissent peu, mais moi c'est le mode d'exercice qui me convient, c'est l'institution qui me convient. J'y ai fait toute ma carrière d'infirmière et je pense que je ferai toute ma carrière d'infirmière dedans. Le jour où je m'en irai sera pour quitter l'institution. Ouais. Tout court. Oui. Donc, si on résume tes slash, tu dirais donc BA / infirmière / réanimation / wedding planner / cofondatrice de 2 entreprises / productrice de shooting / direction artistique / to be continued. et maman, épouse et tous ces slash oui, moi je parlais qu'on ne cite pas, évidemment, non, mais qui prennent une part. Parce que les journées font toujours que 24 heures. C'est ça. Malgré le fait qu'on fasse plein de choses, qu'on ait plein de centres d'intérêt, d'activités, les journées... Pro perso, 24 heures, c'est et on doit tout mettre dedans, hein, mais il y a pas plus. Hein. Non, c'est ça. Mais je sais pas faire autrement et mais ça a l'air de bien te convenir en tout cas. Ouais, ça me convient bien. Puis bon, à moyen terme, je ne serai plus infirmière parce que
je t'ai dit, je veux quitter tant que j'aime ça. Bien sûr. Et parce que je veux, voilà. J'ai mon enfant, j'aimerais en avoir d'autres et j'aimerais passer plus de temps avec eux. Ouais. Donc, puis infirmière, qu'est-ce que t'as besoin de faire autre chose, enfin... Bah oui, mais c'est vrai ça. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Mais pourquoi? Mais si t'en as marre, si c'est trop dur, la réa, fais autre chose, fais infirmière dans un autre service. Bah non, en fait, le service de réa, je l'aime. Ouais, non, mais ça, c'est dur, hein. Ça, c'est difficile. Ouais. Surtout quand ton métier de base, entre guillemets, touche la santé, ou peut-être parfois l'éducation, ou parfois... Sur certains pôles, c'est... Non, on n'est que ça. Bah on peut pas être, peut pas être autre chose, mais c'est faux. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que je n'osais pas dire à mes collègues à l'hôpital que j'avais une autre activité. Ouais. Parce que... j'ai peur je l'ai trouvée superficielle. Tu vois, quand tu fais un métier à... Ouais, ok. Ouais, je vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire, mais... Je me suis dit, ils vont trouver ça naze. Ouais, je sais pas, on est héros de la nation, on nous applaudit tous les jours, l'autre elle va organiser des mariages, mais qu'est-ce qu'elle nous fait et alors qu'on n'a plus le droit. Ouais, non, bon, ça... Non. Mais, mais j'osais pas, et je ne sais pas, un jour... Il y a une... D'ailleurs, son mariage est dans moins d'un mois et je l'organise, mais une collègue qui me dit j'organise mon mariage, j'aurais besoin d'un coup de main, il me faut une wedding planner, t'en connais pas. Bon bah là je balance l'info et en fait tu le dis à personne. Non, mais du coup au début je leur balance l'info, ils étaient là mais c'est génial, tu vois toi t'as un vrai projet de reconversion parce que on va pas se mentir, dans mon service on est tous conscients qu'on fera pas infirmier jusqu'à 65 ans. Il y a les générations d'avant qui l'ont fait, on sait pas comment elles ont fait. Ouais. Enfin, moi, je leur tire vraiment mon chapeau. Peut-être parce que c'était pas la mentalité de l'époque, peut-être parce que c'était une super sécurité, enfin, avoir un métier, un CDI. Ouais, il y a plein de facteurs. Parce que vocation, parce que je fais ça, je le ferai toute ma vie, soit. Mais je pense que les générations... Alors nous, on est un peu en train de bouger, mais alors ceux d'après... ceux d'après... On n'est pas prêts, d'ailleurs, je crois. Ouais. Nous, on se trouve hyper moderne, mais on n'est pas du tout prêt à ce qui nous attend. Et tant mieux. Et mais dans mon service, la plupart, on sait qu'on va se reconvertir, mais il y en a plein, ils disent je ne sais pas quoi faire d'autre. Bien sûr. Parce que je n'ai pas... Mais alors, tu vois, c'est marrant parce que moi, j'ai l'impression que quand je t'entends comme ça, que... Ok, tu penses à une reconversion, mais pour l'instant, ça te va aussi très bien comme ça. Et peut-être que c'est cet équilibre qui fera que peut-être que tu n'arrêteras pas. Ou... voilà, on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait, mais moi, je trouve que il y a tellement de monde aujourd'hui qui cherche une reconversion à tout prix, qui se posent les questions, qui se font entourer pour ça. Et c'est tellement une chance. Moi, je trouve que c'est tellement une chance, et que tant que un métier te pèse pas plus qu'un autre, c'est ce qui fait justement cet équilibre, et que peut-être que les gens cherchent des reconversions, mais peut-être que c'est justement trouver une autre forme de l'entrepreneuriat à côté, ou pas du tout, parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, mais développer en fait l'à côté qui permet de conjuguer mieux, ou de supporter mieux, ou de se défouler. Enfin voilà, parce que c'est quand même des métiers prenants et psychologiquement aussi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est lourd, ça peut être très lourd. Donc c'est peut-être ça finalement la clé, peut-être pas chercher une reconversion et quitter ce métier à tout prix, mais peut-être trouver ce qui fait l'équilibre. En fait, je sais que parce que c'est souvent une vocation, donc c'est très fatigant. Ouais. Et alors après, chacun se fatigue plus ou moins vite, mais moi, je sais que je suis sous mes grands airs, machin, je suis très empathique. Donc et ça prend beaucoup d'énergie. Et on est des grosses éponges, en fait. Toute la journée, on récupère les émotions de nos collègues, de nos patients et de leurs familles. Et moi, tu vois, j'ai 12 ans de diplôme, je suis dans ma 9e année de réanimation. Encore aujourd'hui, une famille qui s'effondre en larmes parce que mauvaise nouvelle, moi j'ai les larmes aux yeux. Mais j'ai l'impression, moi, que c'est dans cet univers-là que je suis la meilleure version de moi-même en tant qu'infirmière.
Mais je sais que j'ai pas les batteries pour tenir toute ma vie. D'accord. Bah écoute, très bien. Est-ce que il y a des choses que tu voudrais rajouter? Est-ce que il y a des projets, de jolies choses qui arrivent? J'imagine que oui, toujours. Mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter à tout ça? Ce que je voudrais dire, c'est que la double activité, c'est pas un choix de confort. Parce que ça, c'est une des choses qu'on m'a le plus dites. De confort financier? Bah, de la concurrence, souvent, je m'entends dire, oui, mais toi, t'es dans double activité, c'est facile, t'as pas de pression. Enfin, la pression, c'est chacun qui se la met, non? Enfin, Je suis un peu d'accord avec toi. Et que c'est une solution de facilité, finalement, tu fais pas de choix. On m'a pas mal dit ça. Et en fait, si le choix, c'est ça. Le choix, justement, c'est un vrai gros choix, quoi. Selon moi, c'est un vrai gros choix, ouais. Donc du coup, pour résumer, donc tu nous as fait des slash, et puis donc on a l'infirmière en réa, la wedding planner, la consultante en communication, et en fait finalement, moi je suis hyper contente de voir mais que pour toi c'est hyper positif en fait. Ah ouais. Et que vraiment, enfin, on peut réellement trouver un équilibre, un vrai là-dedans. Alors forcément, il y a des gens pour qui ça parle pas et qui s'en sentent incapables et qui ne le feraient pas. Mais moi, je suis très contente de voir et vraiment de ressentir que c'est cet équilibre, que c'est tout cet ensemble qui fait marcher la machine BA, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je me sens plus équilibrée aujourd'hui avec tous mes slashs que il y a 5-6 ans avec juste infirmière de réa, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais écoute, en tout cas, ça se sent, ça se voit. Enfin, moi, je te vois. Non, vraiment, je trouve ça vraiment très chouette. Très, très chouette. Est-ce que tu es prête? Oui. Roulement de tambour pour passer au portrait chinois. Oui. Une question et une seule... j'insiste, hein, une seule réponse à chaque fois. Et après, libre à toi de nous expliquer pourquoi ce choix. Alors Béa, si tu étais un animal, tu serais? Alors si j'étais un animal, je serais un hippopotame. Ouais. Tu t'y attendais pas, hein. Pas du tout. Non mais j'adore parce que j'ai vraiment des réponses et je m'attends rarement à ce que je vais entendre et j'adore. Voilà. Il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est cette sculpture égyptienne, l'hippopotame en lapis-lazuli, tu sais, qu'on voit, il est au Louvre, mais on le voit souvent dans les livres d'histoire et tout. Et c'est un des premiers objets dans un livre qui m'est fascinée. Je l'ai un peu lu chez tout, hein. J'étais petite, tu vois. Ouais. Et voilà. Et l'hippopotame, il est tout rond. Et on le trouve tous mignon et tout, mais laisse tomber, c'est dangereux. Enfin voilà, j'aime bien son côté. Faut pas se fier aux apparences. D'accord. Si tu étais une couleur? Le vert d'eau. Très précis. Oui. Voilà. J'adore aussi cette couleur. Si tu étais un film, tu serais? Je serais Le Voyage de Chihiro. Ah, trop bien. C'était dur de choisir, vraiment. J'adore le cinéma. Mais je suis Chihiro même, je peux dire, si tu veux. D'accord. Si tu étais une chanson? Alors, ce serait une bande-son de film. Voilà. Alors, une chanson. Ouais, et du coup, ce serait Now We Are Free. C'est un morceau de la bande-son du film Gladiator. Si tu étais un plat, genre si tu pouvais manger que ça tout le temps, mais puis toute ta vie, quoi. Ouais, ce serait les carottes au cumin de ma grand-mère. D'accord. Si tu étais un personnage célèbre? Alors celui-là, il est dur. Il est dur, hein. Ouais, il est dur parce que bon... moi, j'ai hésité... Bon, c'était toujours des femmes et je choisis Charlotte Perriand, qui est une architecte et designer moderne, qui a révolutionné le design et l'architecture en rendant les choses pratiques, esthétiques, modernes et accessibles à tous. Donc j'adore, vous regarderez sur internet, mais vous connaissez tous ces objets qu'elle a créés parce que Ikea n'a rien inventé. Voilà. Et elle s'inspire des méthodes japonaises pour l'assemblage des meubles. D'accord. Donc voilà. Très intéressant, je vais regarder. Si tu étais une saison? Je serais une fin de printemps.
D'accord. juste avant l'été. Si tu étais une odeur. Les cookies qui cuisent de mon mari. Ouais. Si tu étais une fleur. Alors c'est la pivoine, ma fleur. Sans l'ombre d'un doute. Alors au début c'est purement esthétique. Et en me renseignant, parce que toujours en train de farfouiller, en fait la pivoine elle a deux sens. La première c'est que c'était le symbole de Péon, qui est un dieu guérisseur dans l'Antiquité grecque. J'allais dire la pivoine, ça a plein de vertus. Et la deuxième, c'est dans la médecine chinoise, ça représente le yin, je crois, et du coup la féminité et la lune. Enfin, et j'ai une lune tatouée dans le dos, une énorme lune art déco. D'accord. Voilà. Et tu parlais de péon. Ouais. C'est d'où le nom alors? Ouais, les péonises, exactement. Ouais. En anglais, on dit péonise. Ouais. D'accord. Si tu étais une ville? C'est la ville de Fès, au Maroc. Je suis très attachée au Maroc. Mes grands-parents, ils sont nés et y ont vécu une grosse partie de leur vie. Donc mes grands-parents maternels. Mes parents y ont vécu aussi. J'y suis allée je sais pas combien de fois. J'ai visité tout le Maroc et de tout le Maroc, c'est Fès que je préfère. Écoute Béa, je te remercie vraiment d'avoir participé à cet épisode. Donc on mettra en info toutes les références et tes réseaux sociaux et les sites internet où on peut retrouver toutes tes activités. Et puis vraiment, te souhaite bonne chance. Je sais pas si bonne chance. J'aime pas souhaiter bonne chance parce que ça implique que c'est de la chance. Non. Que c'est de la chance et c'est pas du tout de la chance. Donc une bonne continuation. Ça c'est pas mal. De la continuité. Ouais. Et à très vite, à très bientôt. Bah oui. Merci beaucoup.